Merci tout le monde d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast. Merci Phil d'être présent avec nous Yes, merci aujourd'hui. Eric. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie de données ou en anglais data engineering et aussi au niveau de la qualité des données. Après ça, on va finir avec un petit point, un petit sujet général au travers de tout ça. Donc, ici, pour ceux qui ne comprennent pas un peu l'ingénierie de données, Phil, si tu pouvais juste m'expliquer un peu c'est quoi le principe de l'ingénierie des données. Oui, yes, ben, c'est une bonne question, puis ça va bien introduire le thème, là, Eric. Dans le fond, là, l'ingénierie de données, c'est vraiment toute la manipulation des données. Quand tu as des systèmes, par exemple, un système de paye, un système de client, un ERP, peu importe le système que tu as, mais ces données-là sont dans ton système, dans la base de données propriétaire de ce système-là. Puis toi, si tu veux faire du reporting avec, idéalement, tu vas les sortir de ce système-là, les mettre d'une manière qui sont cohérentes pour tes besoins de reporting, pour tes besoins de BI, pour tes besoins de AI, peu importe ton besoin. Tu vas les sortir de ces systèmes-là, tu vas les reproduire en quelque part d'autre, et ensuite, tu vas être capable de faire tous les besoins finaux que tu as besoin, comme je viens de nommer, le AI, BI, reporting. Fait que toute cette manipulation-là, on les prend, on les sort, on les transforme, puis on les adapte pour nos besoins. En anglais, on appelle ça un ETL pour Extract, Transform, puis Load. Ben, ce concept-là, c'est vraiment le cœur de l'ingénierie de données. Merci pour cette vulgarisation de ce que c'est l'ingénierie des données. Un peu comme tu disais, j'attendais que tu finisses, mais en gros, l'ingénierie des données, c'est les ETL. C'est tout ce qu'on est habitué de voir pour extraire l'information. Puis, euh, mais ça ne s'applique pas. Un des points, des fois, on pense, l'ingénierie des données, ça prend ça dans les grosses infrastructures, tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on adresse un peu le pourquoi on l'utilise, dans quel contexte on l'utilise, ou même dans quel contexte, des fois, peut-être c'est pas bénéfique de prendre ça versus un ETL conventionnel où ce qu'on prend de la source au tableau de bord directement. Ben, il y a plusieurs questions sous-jacentes là, que tu as nommées. Je pense que la raison numéro un, puis ma préférée, pourquoi faire des ETL, c'est parce que justement, j'ai dit tantôt que tu as des systèmes en production comme ton système de paie, ton système de RH, ton système ERP, CRM, peu importe le genre de système que tu as en place, mais ce système-là va se trouver à avoir une charge. Dans le fond, tes utilisateurs vont consommer des informations du système, utiliser les interfaces. Ça a une charge pardon, pardon, sur la base de données. Puis quand, dans le fond, tu fais du reporting en même temps, mais tu vas aller solliciter la même base de données de la même manière que tes utilisateurs, en même temps que tes utilisateurs, dans le fond, ils vont la solliciter. Ce qui fait en sorte que tu as vraiment un conflit de load. Tu vas trop solliciter ta base de données, puis ça va faire en sorte que tes utilisateurs vont peut-être avoir des lenteurs. Fait que parce que toi, tu fais du reporting pour aider la vie à tes utilisateurs, en même temps, tu leur nuis en ralentissant le système qu'ils utilisent. Fait que ça, selon moi, c'est vraiment ta raison numéro un pour dire, ben, j'ai peut-être besoin de faire une couche milieu pour m'assurer que je ne nuis pas aux utilisateurs que j'essaie d'aider avec mon reporting. C'est vraiment ma raison numéro un. Ensuite, ben, des fois, comme je te disais tantôt, tu as plusieurs systèmes, mais si ces systèmes-là, ils n'ont pas de ID commun, ils n'ont pas de clé sur lequel tu es capable de faire de la liaison entre les données, mais logiquement, il y a quand même un lien entre ces données-là. Mais à travers ton ingénierie de données, tu vas être capable d'extraire tes données de deux systèmes séparés, leur mettre des clés surrogate, des clés créées manuellement. Puis là, tu vas être capable de joindre ces informations-là ensemble pour les comparer dans un tableau de bord unique. Fait que c'est vraiment joindre plusieurs systèmes dans un endroit focal qu'on appelle généralement un data warehouse, un entrepôt de données. Si je résume un peu, on peut dire que tu vas utiliser l'ingénierie de données dans un contexte où ce que tu veux avoir plusieurs sources. C'est beaucoup plus simple de gérer plusieurs sources qui n'ont pas un lien direct. Absolument. Par exemple, si on prend notre base de données CRM, l'information du client n'est pas mappée directement. Par exemple, quand tu veux faire de l'analyse de marché via les réseaux sociaux, le client d'un bord de ce client de l'autre bord, c'est pas la même chose, on veut les ramener ensemble. Puis l'autre point, surtout, c'est au niveau de performance des opérations. Comme tu dis, des fois, il y a des systèmes qui sont super fragiles. Et si tu as du quasi-temps réel, puis tu as les gens qui vont, 10 personnes en même temps qui essaient de sortir toutes les données de vente des 2 dernières années, ça se peut que le système de production commence à avoir de la misère, puis là, tu vas venir affecter ta production directement. Exactement. Puis peut-être une dernière notion qui pourrait être intéressante, c'est quand tu réussis à storer tes données de tes systèmes sources dans un système d'entrepôt de données, tu es capable d'appliquer une sécurité qui est identique ou différente
à l'accès à ces données-là aux gens qui vont les utiliser. Fait que si certains utilisateurs ont besoin d'accès à la donnée à travers l'application, mais qui n'ont pas besoin de ces données-là dans le reporting, ou vice-versa, un développeur BI pourrait avoir besoin d'avoir des accès à des données en reporting, donc dans le warehouse, mais pas besoin d'avoir accès à ces données-là dans le système source, ben là, on se trouve à être capable de moduler comme ça la sécurité. Ouais, très bon point. Ok, je vais continuer un peu sur la sécurité parce qu'on est peut-être un peu en avant de nos sujets, mais c'est un gros point, la sécurité, parce que tu en as glissé un mot tantôt. L'ingénierie des données va nous amener vers l'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle. Puis comme la valeur d'une entreprise, souvent, est dans ses données qu'elle a accès ou qu'elle possède, au niveau de la sécurité, si on a un problème d'accès ou quoi que ce soit, pour dire que les données sont accessibles par quelqu'un qui ne devrait pas y avoir accès ou même de l'externe, on se met à risque au niveau du public. C'est-à-dire, ben, on a une responsabilité à travers nos données. C'est un peu le principe de la loi 25 qui est appliqué. Là. On a une responsabilité des données qu'on a pour ceux à qui, en réalité, la donnée appartient. Parce que moi, je possède une donnée, puis on pourrait dire Philippe est mon client. J'ai les données de Philippe en tant que client, j'ai une responsabilité de ces données à lui. Donc, au niveau de la sécurité, ben, l'ingénierie des données fait en sorte que la personne qui va aller ou le système va récupérer l'information. Ben, à partir de là, on est capable de gérer beaucoup mieux la sécurité de manière granulaire versus, par exemple, le ERP qui, lui, est plus de dire la personne a accès à cette page-là. Puis là, peu importe les données qu'il y a dedans, tu as accès à toutes les informations de la page. C'est vraiment un point très intéressant que souvent on oublie ou qui est passé très rapidement. Puis de plus en plus, quand on rencontre les clients, on voit que beaucoup plus de discussions sur OK, mais vous faites quoi avec la sécurité? Comment vous faites pour mesurer ou percevoir qui a accès à quoi, l'information est extraite de où, par qui. Puis toi, tu es dans un contexte de grande entreprise, fait que je pense que c'est un défi régulier que vous avez. Si tu peux juste en parler un peu de le quotidien autour de la sécurité des données. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant comme question. Puis tu sais, au quotidien, ce qu'il faut se poser, c'est vraiment une question de base, mais c'est régulièrement, il faut se reposer la question qui devrait avoir accès à cette donnée-là. Régulièrement, de mois en mois, d'année en année. Si on fait juste assumer que tous les gens qui ont eu accès dans le passé ont encore besoin, qui ont encore les accès à ces données-là, on se ramasse avec quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'il est dans l'entreprise puis qui a accès à tout. Fait que ça, c'est vraiment un des plus grands dangers selon moi. Il faut juste se reposer la question une fois de temps en temps. Est-ce que tous les gens qui ont accès à cette donnée-là, c'est les bonnes personnes? Puis deuxièmement, ben, c'est de mettre en place des mécanismes qui sont autant au niveau des rangées que des colonnes en termes de sécurité. Puis il y a des logiciels qui le font déjà très bien. Là, quand je pense à Snowflake, qui a un super entrepôt de données, tu peux faire il appelle ça du row level security, puis du euh, record level ou euh, column level security aussi. Ouais, c'est ça dans le CLS. Ouais. Puis la sécurité dans les deux sens, dans le fond, fait que c'est de dire qui a accès à quel enregistrement. Mettons, tu disais tantôt, un client devrait avoir accès à ses données, puis pas les données d'un autre client, par exemple. C'est un bon exemple. Euh, dans le cas d'une équipe de vente, par exemple, on pourrait dire, ben, ce représentant-là a accès à seulement sa clientèle, mais il ne voit pas la clientèle de son collègue, quelque chose du genre. Euh, Ça, c'est du row level security. Mais ensuite, tu as du column level security, c'est de dire, ben, certaines personnes ont accès au montant d'un contrat, mais d'autres personnes ont juste accès à savoir le contrat commence quand, puis c'est qui le client, par exemple. Fait que le montant financier est caché de certains individus. Donc, le vendeur pourrait seulement avoir le montant financier, c'est lui qui a négocié le deal. Alors que d'autres personnes, comme un chargé de projet, pourraient juste avoir besoin de voir, ben, c'est quand que mon projet commence, c'est quand que mon projet finit. Fait que c'est de se poser ces questions-là, puis de mettre les mécanismes en place. Il y a des applications qui le font déjà bien, que ça se configure. Puis dans certains cas, on peut avoir besoin d'un partenaire pour nous aider à configurer ça parce que c'est assez niche comme système. Mais c'est de juste de bien se poser des questions puis de tout le temps l'avoir dans le devant de nos pensées. Pas le faire à la fin d'un projet, mais au fur et à mesure, là, vraiment. Ouais. Puis dans le RLS, le Row Level Security, Power BI le fait déjà à l'intérieur. Il faut juste setuper les groupes de sécurité, dire bon, mais ce groupe-là a accès seulement à leur information. Pour que ça, c'est de mapper l'identité de la personne avec l'information. Puis je voulais donner un autre exemple au niveau de la sécurité des colonnes. Par exemple, vous avez des éléments financiers et vous les présentez, on va dire, vous êtes transparent, vous voulez présenter la marge de profit brut de l'entreprise parce que vous avez une métrique d'entreprise qui est basée là-dessus. Donc, au niveau de la colonne, vous pouvez juste donner le résultat en pourcentage de la marge de profit brut.
Puis dans les autres colonnes, tu aurais tous les montants utilisés pour y arriver. Donc, tu veux dire, pour ce tableau de bord-là ou ce groupe d'individus-là, j'ai juste accès aux résultats. Puis pour l'équipe de finance, ben, j'ai accès à toute la table, par exemple. C'est vraiment des bons exemples simples qu'on peut voir sur une Ouais. base régulière. Puis j'aime le point que tu dis qu'il faut adresser la sécurité à partir du début. C'est vrai, puis il faut continuer à l'adresser après le projet, pas juste une fois on dit le projet est fini, c'est fini. C'est pour ça que il y a c'est bon d'avoir un groupe qui gère la gouvernance des données. La gouvernance des données, vous pouvez le voir au sens plus large que juste dire ah, c'est tel élément de la gouvernance. On peut parler de nouvelles sources de données, de nouvelles informations qui rentrent, des sources de données externes, mais aussi les accès et sécurité. Est-ce que puis on ajoute à ça, ben, il y a de l'amélioration qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des nouveaux tableaux de bord? Est-ce qu'on peut commencer à intégrer l'intelligence artificielle via différents éléments? Fait que vraiment, votre groupe de gouvernance pour pouvoir faire cette vigie-là de tous les éléments. Par-dessus ça, ben, vous déterminez la fréquence. Est-ce que c'est une fois par mois, une fois au quart, une fois par demi-année, une fois par année? Peu importe, au moins de le faire. C'est déjà un très bon pas devant. C'est de s'assurer de la récurrence. Comme dit dans une entreprise qui change beaucoup, ça veut dire beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de départs. Si on parle, mettons, des très grandes entreprises, ben, je vous suggérerais de faire cette fréquence de gouvernance-là beaucoup plus près du mois que du quart, Absolument. parce que ça change beaucoup, ça change vite. On veut s'assurer que tout est là. Puis après ça, ben, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Euh, Si vous utilisez, mettons, dans l'entité Microsoft, ben, vous pouvez créer des groupes de sécurité dynamiques. Puis après ça, à partir de là, ben, quand vous retirez la personne du groupe de sécurité dynamique, par défaut, on n'a plus accès aux éléments qui sont reliés à ce groupe-là. Fait que ça, c'est ce que ça permet de faire, c'est si jamais quelqu'un quitte de manière abrupte, pour peu importe la raison, ben, à la minute que l'équipe TI va venir retirer la personne du groupe ou fermer son compte de l'Azure AD, par défaut, ça va couper les accès à ce point-là, tout va s'appliquer. Donc, c'est un peu des éléments intéressants. Right. Puis au niveau de la data governance aussi, là, de la gouvernance de données, comme tu nommais tantôt, je pense qu'un autre aspect intéressant, c'est l'alignement et la définition des métriques, des KPI ou tout simplement des données en soi. Un groupe de gouvernance de données, surtout dans le contexte d'une grosse entreprise où plusieurs départements peuvent vouloir calculer la même chose, mais tout le monde a sa petite sauce dans sa formule, sa petite nuance dans son calcul. Ben, moi, je considère pas que ça, c'est des profits, ça, je l'ignore. Ah, ça, je considère que c'est des coûts. Moi, non. OK, ben, toutes les petites règles, les clauses where dans ton SQL que tu Ouais. passes pour sortir tes informations, que certains départements font d'une manière, un autre département fait d'une autre manière, ben, une bonne équipe de gouvernance de données là, va venir rencontrer tout le monde, comprendre leurs besoins réels, puis dire, ouais, à partir de maintenant, on comprend que vous avez un besoin, mais on ne peut pas le nommer de la même manière que cette équipe-là le nomme. On va dire que ça, c'est des ventes, puis ça, c'est des ventes, c'est pas la même chose. On va dire que ça, c'est vente, aspect financier. Parce que l'aspect financier n'est pas le même que les ventes, aspect commercial. Parfait. On va avoir deux KPI, un qui s'appelle vente financière, l'autre vente commerciale. Ou dans le meilleur des cas, on est capable d'unifier tout le monde autour de la même définition d'une vente. Ça, c'est le meilleur des mondes, mais politiquement, ça peut être complexe. D'avoir différents KPI comme ça bien nommés, puis avoir aussi les colonnes qui sont bien identifiées comme quoi cette colonne-là veut dire ci, cette colonne-là veut dire ça, ça aide vraiment à bâtir ensuite ta structure et ton infrastructure de données. Deux choses intéressantes. L'exemple que tu as donné, je l'ai vécu pour vrai parce qu'on fait aussi du développement d'applications sur mesure, où on avait une disparité dans un chiffre qui était affiché, puis on a réalisé que la perspective financière d'une vente versus la perspective de l'équipe de vente, c'était deux contextes différents parce qu'en réalité, pour la personne aux ventes, c'était la somme totale des produits, c'était une vente. Ouais. Au niveau financier, c'était la vente, moins les retours, moins les crédits, c'est ça la valeur de vente. Parce qu'au niveau financier, c'est ce que l'argent qui reste dans les comptes. Donc, ça va amener à plein de questions pour réaliser que justement, c'est un cause que le calcul n'était pas pareil pour une valeur qui s'appelait de la même manière. Puis après ça, au niveau tu parlais de la structure, de bien nommer les choses. Euh, faire ça, ça vous permet rapidement d'être pas, ben, je veux dire, compatible ou déjà, on va dire, prêt pour l'intelligence artificielle. Quand je parle d'intelligence artificielle, je vais parler de sa largeur complète, là, du machine learning au IA générative. Quand on a des données bien structurées, de bonne qualité, le système devient hyper performant. Donc, imaginez, on prend par exemple Microsoft Copilot,
qui est intégré dans Power BI. Si déjà dans le passé, vous aviez déjà intégré, bien nommé les colonnes de manière claire, ça veut dire un nom, c'est nom, et non un code CR underscore nom. Quand c'est bien nommé, vous activez Copilot, puis déjà, il comprend l'information parce que ça a été bien structuré, puis il n'a pas besoin de le former en tant que tel. Fait que ça va être la même chose au niveau machine learning. Si on veut apprendre des tendances, tout ça, ou faire de la prédiction, bien, comme les données sont bien structurées, c'est hyper facile. Après ça, le système devient plus efficace plus rapidement. Donc, si on regarde sur le temps que ça prend entre l'idée et la première solution en mode MVP, on vient de réduire parce que les données sont déjà structurées. Et les machines aujourd'hui sont tellement bien performantes que tu peux juste lancer l'information et dire qu'est-ce que tu trouves? Il va déjà ramener des résultats sans l'avoir vraiment entraîné spécifiquement nos données, mais vu que c'est bien structuré, bien cadré, le système est super facile à comprendre tout ça. Exactement. Puis c'est cool que on a un thème sur le data engineering aujourd'hui, puis on parle déjà de AI et de machine learning parce que c'est le réflexe, hein? On s'emballe rapidement à dire bon, ben, j'ai toutes ces données-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux faire des beaux rapports, des beaux visuels, je peux faire des belles prédictions, des beaux forecasts. Puis je pense que pour revenir au thème du data engineering, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un peu comme un iceberg. On dit que l'iceberg, on voit 10% de l'iceberg à l'extérieur de l'eau puis 90% en dessous. Là. Je vois vraiment le data engineering comme ça. C'est la partie qu'on a tendance à ne pas voir, que quelqu'un qui est un peu plus néophyte, nouveau dans le monde de la donnée, ne va pas considérer suffisamment, mais c'est le 90% qui permet de faire flotter le 10% sur le top. Le 10% sur le top, ça va être ton AI, tes modèles, tes tableaux de bord, etc. Fait que c'est super important de miser. Là, j'ai dit data engineering, mais on pourrait aussi mettre avec ça la data governance, puis tout ce qui entoure, là, c'est l'iceberg submergé. Mais il faut jamais oublier que tu as une partie de travail considérable. Parce qu'une fois qu'il est fait, puis qu'il est stable, elle vit dans le temps. Puis elle vit bien dans le temps. Fait que tu peux faire évoluer ton 10% sur le top, tu changes ton tableau de bord, tu rajoutes un nouveau KPI, tu rajoutes une nouvelle métrique. Si ton 90% en dessous était bien fait, ça vit dans le temps. Tu le maintiens, tu le monitores, mais ça vit dans le temps. Ouais. Puis en fait, c'est un bon point parce que c'est ce qu'on ne peut pas voir. Puis on le vit des fois avec certains de nos clients de projets d'envergure. Ça peut prendre un certain temps avant d'avoir quelque chose de tangible pour quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement les points. Je veux dire, un tableau de bord, c'est tangible, on le voit, on peut l'utiliser. Mais avant de se rendre au tableau de bord, si tu es dans un projet d'envergure, tu as 5-6 sources de données différentes. Il faut s'attendre à un délai avant le premier livrable. Puis le premier livrable, on va dire c'est la base de données centralisée. C'est pas nécessairement tangible pour le end user, c'est tangible pour les gens plus techniques. Mais ça fait, comme tu dis, après ça, c'est le deuxième tableau de bord. Si c'est quelque chose de simple, une journée ou deux, puis tu as quelque chose de visuel prêt à être utilisé. Puis c'est vraiment là, c'est un élément important à faire. Puis il y a plein de méthodes de le faire, mais l'important, c'est de le faire et de bien structurer en partant. Puis comme tu dis, ça évolue dans le temps. Euh, Nous, on le vit ici, on a une base de données qu'on a depuis 2000, la base de données centralisée depuis 2017, puis elle a changé dans le temps, mais elle a changé parce qu'on a racheté l'information, on a mis plus d'éléments, on a avancé un peu plus loin dans notre ingénierie des données. Euh, Puis ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est que je suis capable de faire une analyse de ce qui s'est passé dans mes 5 dernières années en une journée. Je suis capable de voir la tendance qu'il y a. Et pourtant, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait. Exact, exact. Puis c'est ça, ce travail-là fait en amont, tu as raison de dire qu'une fois qu'il est fait, il est fait pour toutes les autres analyses que tu as besoin sur le même jeu de données. Tu n'as pas besoin de recommencer à chaque fois. C'est vraiment du travail qui est fait en amont, mais ensuite tu peux faire 20 tableaux de base sur ce jeu de données-là sans faire 20 tableaux de base. Fait que c'est fait, mais c'est important. Exactement. Là, on en a parlé un peu à gauche et à droite, là, de différents sujets, là, mais mettons les avantages et inconvénients de faire du data engineering dans nos projets ou comme, on va dire, une mission d'entreprise en tant que tel. Parce que faut se le dire, c'est pas juste de faire le petit projet, là, mais c'est vraiment c'est une stratégie d'entreprise quand tu commences à intégrer tes données, de faire l'ingénierie de données. Ouais. Ben, en termes de pros and cons, je pense que les pros, on les a bien nommés à date, là. Ça unifie ta donnée, ça te permet le développement plus rapide après avoir fait
ton 90% initial. Ça retire des loads sur tes systèmes utilisateurs pour pas que tu sollicites les systèmes alors que les utilisateurs s'en servent. C'est assez évident c'est quoi l'avantage. Par contre, ça vient du temps. Beaucoup de temps. Mhm. Beaucoup de temps spécialisé aussi, dans le sens où c'est pas n'importe qui est capable de bien faire un pipeline ETL. C'est pas n'importe qui est capable de designer un beau warehouse. Puis de mal le faire, ça peut apporter quasiment autant de problèmes que de pas le faire. Parce que mal le faire, ça veut dire que tu vas créer des lenteurs dans ton système. Si ton architecture de table est mal faite, tes dimensions, tes tables de faits sont mal structurées, parce que la plupart des gens dans le monde des TI connaissent le SQL, qui est des bases de données relationnelles. Mhm. Mais ce qui est optimal pour faire du design de rapport, ce qui est optimal pour faire de la modélisation euh, visuelle, là, du BI en fait, là, c'est des modèles dimensionnels. Fait que ton ingénieur de données devrait être en mesure de prendre ta donnée source, l'importer dans ton warehouse de manière copier-coller, je dirais. Ensuite, faire une transformation vers un modèle relationnel d'entreprise. Dire, mais mon entreprise avec tous mes différents systèmes sources, mais c'est ça le modèle relationnel entre les différents systèmes. Puis ensuite, être capable de faire un modèle dimensionnel à partir de ton modèle relationnel. Puis surtout, dans ton modèle dimensionnel, tu vas avoir des KPI précalculés, des choses de ce type-là. Puis ça, c'est ton vrai data mart qu'ensuite tu utilises pour faire ton reporting. Ça prend du temps. Il faut comprendre chacune des sources de données, il faut comprendre chacun des systèmes, il faut comprendre c'est quoi la relation de chacun des champs, comment tu vas les joindre ensemble. Il y a énormément de travail en amont, fait que ça peut prendre du temps. Si ce que tu as besoin, c'est savoir c'est quoi mon nombre de ventes le mois passé, puis tu n'as jamais fait de data engineering dans ton entreprise, tu n'as pas aucun tableau de bord en place, commence pas à faire du data engineering, là, ça va te prendre 3 mois de te rendre à ton chiffre. Tu veux maintenant ton nombre de ventes du mois passé. Fais une analyse ad hoc. Excel est encore un outil qui fonctionne dans bien des cas. Tu fais une extraction de données dans un tab, tu fais un tableau croisé dynamique dans l'autre, puis tu as ton information rapidement. Si tu veux faire cet exercice-là à chaque semaine, puis ça te prend 5 heures à faire à chaque semaine, là, tu peux commencer à te dire, attends un peu, hein, je suis-tu capable d'automatiser ma tâche puis de la rendre plus dynamique, plus intelligente, puis là, tu peux commencer à penser à la solution BI comme par exemple. Puis là, BI apporte data engineering si tu veux bien le faire. Ouais, puis il y a deux choses. Dans le fond, je veux juste amener un point là, pour tout le monde. Base de données multidimensionnelle, là, imaginez que vous avez un fichier Excel, ligne, colonne, puis vous prenez le champ, mais vous le repoussez dans une autre dimension avec encore d'autres données reliées à ça. Là, vous pouvez faire ça à l'infini, plusieurs dimensions l'une dans l'autre, ce qui fait que quand tu vas intégrer une donnée, tu as beaucoup plus que l'information que tu aurais demandé initialement via une base de données relationnelle. Puis ça te permet d'exploser plus d'informations et d'avoir peut-être une meilleure analyse à la fin. Et un des points, tu disais, oui, ça prend du temps, mais il y a aussi les ressources. Absolument. Bon, si tu es sur site dans vos propres serveurs, faut que tu te prépares des machines en conséquence avec les bonnes RAM, bonne mémoire, bon CPU. Sinon, de l'autre côté, quand on va plus via l'info nuagique, ben là, on va avoir les coûts de service, l'utilisation du système. Les grosses différences entre les deux, c'est que au premier, au niveau du matériel, il faut que tu prévois ce que tu penses que ça va avoir de l'air plus tard pour acheter le matériel en conséquence immédiatement. Donc, ce qui fait, c'est que tu as une grosse dépense en amont. Mais au niveau, mettons, au niveau cloud, ben, tu vas payer ce que tu utilises. Mais si jamais tu deviens, il y a un certain seuil à un endroit où ce que l'info nuagique peut devenir plus coûteux parce que là, on prend beaucoup, beaucoup d'éléments qui, ça se peut que de l'autre côté, quand tu reviens au matériel, il peut être moins cher. C'est une analyse financière à faire selon vos réalités parce que ça peut différer. Il y a certains cas que tu peux durer cloud toute ta vie et d'autres cas que des fois, tu reviens un peu. Mais chacun des avantages, par exemple, cloud, tu n'auras jamais de mise à jour à faire. C'est Microsoft, AWS, Google s'occupent de faire une mise à jour des services que tu as. Puis souvent, il y a peu de chances que qu'est-ce que tu as fait est brisé par rapport à ça. Parce que si tu as du matériel, mais là, il faut venir en compte les maintenances, il faut venir en compte qu'on change de matériel. Actuellement, ils disent que la moyenne de durée de vie, c'est 3 à 5 ans du matériel aujourd'hui parce qu'on consomme tellement. Mais on va dire, mettons, 4 ans. Ça veut dire que tous les 4 ans, il faut que tu prévois changer le matériel que tu as acheté.
parce qu'il arrive en fin de vie, ou soit il est plus supporté ou il est plus sous garantie. Fait que s'il y a un bris, tu leur payes tout ça. Dans les éléments à tenir compte, tout ça. Puis Là, au niveau cloud aussi, si tu me permets, ouais, il y a, mettons qu'un mercredi, là, ton analyse, là, t'as un modèle qui prend plus de temps à charger, puis là, ta RAM à part dans le tapis, puis tu atteins 100%, mais finalement, avec le cloud, tu es capable d'aller chercher 120%, spécialement ce jour-là, parce que tu as activé un auto-scale dans ta ressource, versus ton serveur, c'est pas mal dur de se rendre à 120% quand ton disque il tourne à full capacité. Là, fait que c'est quelque chose à checker aussi. Est-ce que j'ai besoin d'auto-scale? Est-ce que j'ai besoin qui jump de temps en temps, qui fait en sorte que doubler mon serveur ou acheter un autre barre de RAM ou acheter un autre processeur va faire en sorte que ça va me coûter bien plus cher de devoir payer ça sur toute cette durée de temps-là versus juste scaler pour un spike de consommation. Puis c'est pour ceux qui se demandent, ouais, mais comment je vais mesurer ça? Ben, ce que vous pouvez faire, c'est tous les fournisseurs d'infos nuagiques vont avoir des spécifications sur les différents services, puis quel tiers utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est après ça de dire, j'ai, on va dire, 1 million de lignes, puis je les traite 10 fois par jour. Puis après ça, tu fais juste le calcul de combien ça prend, puis là, ça va dire quel niveau tu as besoin, combien ça va coûter par rapport à ça. L'info nuagique, les traitements, là, c'est des fractions de sous là, actuellement. C'est super. Ça vaut la peine. Je veux dire, j'ai très peu de situations où on s'est dit l'info nuagique n'avait pas d'avantage versus le matériel. Parce que souvent, il faut racheter tout le matériel. Les entreprises n'ont pas nécessairement ça. Surtout dans le cas chez Casar, on fait beaucoup de la PME. Donc, souvent, c'est leur première fois qu'ils font ça. Donc, ils n'ont pas nécessairement le matériel. Puis, ils arrivent vers l'info nuagique. Pour eux, ben, si jamais ils trouvent que ça coûte trop cher, ben, ce qu'on peut faire, c'est réduire les fréquences, ces éléments-là. Puis, ajouter justement les fréquences, c'est un élément. Si vous voulez voir combien ça va coûter aussi, pensez à globalement votre structure, combien de fois vous devez mettre à jour. Par exemple, si vous faites les ventes, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour à toutes les 10 minutes parce que ça a un coût. Mais vous pouvez faire toutes les nuits. Puis le lendemain matin, on a les données fraîches la veille. On n'est pas obligé de faire ça à tous les jours, à toutes les heures. Fait que pensez à ces éléments-là. Ça va réduire le coût ou augmenter le coût, tout dépendant si vous voulez aller dans le temps réel ou quasi-temps réel. Puis l'autre point, tu parlais de ça peut prendre 3 mois faire la data engineering. Oui, mais on a découvert, pas découvert, mais on a commencé à travailler à faire des éléments hybrides où ce que, au lieu de faire l'ingénierie complète de toutes les données qu'il y a accès, on essaie de se focaliser sur ce qu'on a besoin à ce moment-ci. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on part avec ça. Ce n'est pas nécessairement une solution optimale parce que ce qui arrive, c'est que ce qui s'en vient, tu n'es pas nécessairement au courant de ce qui va arriver. Fait que ça se peut que ça nécessite des petits changements au niveau de ce que tu as fait, mais c'est un risque qui peut être calculé. C'est un risque qu'on prend ensemble de dire ça se peut que j'aille refaire des éléments, mais au moins j'ai une bonne structure de base puis j'ai quelque chose qui se livre rapidement. C'est vraiment intéressant, puis je veux vraiment répondre à ça, mais avant, j'aimerais ça te demander si tu as vu, tu disais tantôt que tu n'as pas vu beaucoup de cas dans lesquels ça vaudrait la peine de retourner vers du on-premise, là, avoir tes propres appareils sur place. Je sais pas si tu as vu, je pense que c'est Airbnb ou Spotify, un gros tech giant dans le fond, là, qu'eux, ils ont pris la décision de retourner sur du on-prem. Mais vois-tu, c'est un gros tech giant. Là, Ouais. ça justifie qu'ils aient besoin de retourner vers du on-prem quand justement les coûts ils commencent à être un petit peu élevés pour eux parce qu'il y a beaucoup de processing qui font sur des quantités de données immenses. Puis, ils ont une quantité de données suffisante, de processing suffisant pour dire, ben, si on était standalone, si on était par nous-mêmes, on serait capable d'optimiser nos propres serveurs puis le runtime sur ces serveurs-là de manière à ce que ça nous coûterait moins cher que du cloud. Mais ils ont besoin d'un volume immense pour être capable de prendre cette décision-là. Là. Ouais, j'avais vu, en fait, c'est un système de gestion de projet, puis j'ai oublié le nom, mais ils ont tellement accumulé d'informations sur chacun des projets, un projet, tous les clients, les gens. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont arrivés au moment où ils voulaient faire de la suggestion en mode AI dans le projet pour dire, bon, ce que je vois, c'est peut-être qu'ils auraient bougé ça là, bougé ça là. Mais cet élément-là qu'ils ont ajouté a fait justement que le processing nécessaire pour produire ça avec le volume de données, de
dans le fond, de storage. Tout ça ensemble a fait que les coûts ont explosé comme énormément, qui fait qu'en sorte qu'ils sont revenus au matériel. Comme tu dis, c'est un tech giant, c'est une compagnie qui roule depuis des années et des années. On parle de chiffre d'affaires dans les centaines de millions de dollars. Puis, Exact. fait eux, ils ont été capables de réduire leurs coûts. Je pense que ce qu'ils disaient, c'est que sur le cloud, ça leur coûtait peut-être, on va dire, 3 millions de dollars par année. Puis ils ont réduit ça à 1 million par année en étant self-hosted. Sauf que comme ce qui arrive, c'est quand même 1 million de coûts, on ne tombe pas à zéro ou quoi que ce soit parce Non, il reste l'électricité, il reste aussi toujours. les maintenances, tous ces éléments-là. C'est une réduction de coûts, mais là, on parle vraiment d'un cas extrême. C'est pour ça que je disais, je l'ai rarement vu. Oh, Parce que si exact. on regarde au Québec, il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre de faire ce move-là en tant que tel. Mais peut-être si ça s'adresse à vous, tant mieux, ça veut dire que vous avez grandi suffisamment pour arriver à ce point-là. Exact. Si on trouve l'article, j'imagine qu'on peut le mettre dans les notes du Oui, podcast. dans le fond, je vais retrouver l'article, puis on va pouvoir le mettre avec les notes ou avec le blog post qui va venir sur le site web de Casper avec ça. Super. Pour revenir au sujet qu'on parlait juste avant, tu parlais de faire une méthode de livraison hybride pour justement pas tomber dans le loophole, de faire 3 mois de data engineering avant de livrer de la valeur. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel, peu importe où ce que j'ai travaillé, j'ai dû être sensible à ça parce que tout le monde dit, ben, je veux un rapport, je veux une donnée, je veux quelque chose à avoir. Différents moyens que j'ai trouvé avec le temps pour mitiger ça, c'était mitiguer ça, pardon. C'était c'était dans le fond de faire du design, vraiment comme si on faisait un site web front-end, de faire du design de rapport dans un outil de création de design avec un spécialiste UI, UX en data visualization en amont, en parallèle quand tu commences ton data engineering. Fait que quand tu as déjà identifié tes sources de données, euh, disons un rapport, disons que ton client va vouloir 10 rapports, mais tu sélectionnes celui qui est le plus important pour lui, le rapport numéro un. Tu commences à le designer, tu identifies les sources de données pour ce rapport-là, puis tu fais le data engineering pour ce rapport-là de manière hybride. Tu sais qu'il va y avoir d'autres sources qui vont venir plus tard, vont peut-être entrer en conflit, va peut-être falloir revoir des relations, mais on figurera à un autre moment. Là, on veut livrer un rapport. Pendant qu'on fait le data engineering, on va être capable de faire du back and forth avec le client en disant, ben, voici ce que ton rapport pourrait avoir l'air, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu le look and feel, t'aimes-tu la curve, la couleur, puis tu bâtis l'image de branding BI ou reporting du lot de rapports que tu vas bâtir pour ce client-là. Fait que tu fais ça, là, le client, il y a de la rétroaction à chaque semaine ou 2 semaines, fait qu'il sent quand même que le projet avance, même si de l'autre côté, on fait de la sorcellerie au niveau data engineering, là, on fait de la relation dans les bases de données, on extrait des données, puis on n'a pas grand-chose à montrer concrètement. On a des belles tables, on pourrait ouvrir notre interface de développeur puis montrer toutes des belles tables de données, mais ça ne parle pas au client. Ouais. Mais au moins, le client, il voit des designs. Il voit, oh wow, je vais avoir un bar chart pour exprimer mes margins en quarter, cool. Et on peut tout le faire en mois. OK, ben on va faire un design mensuel aussi. Le veux-tu dans la même page, dans une page séparée? Tu fais du back and forth comme ça avec ton client. Puis ça adonne là, par expérience là, assez bien que quand le client commence à être assez solide sur les visuels qu'il veut, on a généralement 80-90% des données qu'on a besoin pour faire son rapport. Fait que c'est toujours bien à donner que, OK, on s'est attendu sur un visuel, parfait, on va commencer le développement. Puis le cycle suivant, tu sais, si on fait des sprints en mode agile ou similaire, là, le cycle suivant, 2 semaines suivantes, au lieu de montrer un design, on va montrer la première page du rapport. Là, le client va dire, waouh, c'est vraiment comme ton design. Puis là, en plus, c'est mes vrais chiffres. Puis là, ça apporte de la satisfaction. Fait que c'est de la gestion de projet, inévitablement. Puis on s'en sort pas, là. C'est que ce soit du développement web ou du développement applicatif, du développement BI, on essaie de livrer de la valeur de manière incrémentale. Je pense que c'est la bonne approche, justement, de faire ça hybride, là, puis pas de faire un gros dump de data engineering d'un coup. Puis ensuite, la visualisation. C'est un peu notre réalité. Nous, notre clientèle est vraiment plus petite. Comme je disais, on est dans le PME. Puis souvent, c'est leur première fois. Donc, on n'a pas le choix d'y aller incrémental. Sinon, on va faire un tableau de bord seulement pour commencer, juste pour le look and feel, comprendre ce que c'est quoi l'envergure. Comme tu dis, on fait en parallèle avec un analyste plus un ingénieur de données. En parallèle, va faire bon, la prise de besoin, puis les premiers KPI. Après ça, on va passer l'information au niveau de l'ingénieur de données pour aller creuser des sources, comment il va structurer ça. Pendant ce temps-là, les maquettes avancent pour l'approbation. Puis, des fois aussi, nous, ce qu'on fait, c'est
dans la mesure du possible. Des fois, on va juste faire les maquettes directement. On utilise Power BI, on va faire les maquettes directement dans Power BI. On va livrer dans un environnement de staging le tableau de bord en tant que tel ou le rapport. Puis comme ça, les clients peuvent interagir Ah, avec. ça, c'est On, cool. on l'avertit que ce n'est pas nécessairement ces vraies données, mais souvent, on essaie d'avoir un subset d'informations justement pour commencer à travailler avec et populer ça. Comme ça, ben déjà, il va avoir un look and feel, il va l'expérimenter avant que tout soit livré. Comme tu dis, si le feedback arrive, il a l'impression d'avoir quelque chose qui rentre, mais aussi il est impliqué dans le processus décisionnel, donc il fait une partie prenante, une vraie partie prenante, pas juste Oui. je paye, j'utilise après. Puis aussi, une chose qu'on a remarqué, le, c'est comme, on va dire quasiment une drogue. Une fois que tu as connu les tableaux de bord, tu fais comme, mais comment ça se fait? Je vivais avant sans ça, fait que j'en veux plus. Et comme C'est on est vrai. parti avec une bonne base, ce que ça fait, c'est qu'on est en mesure après ça, on est en mesure de grandir rapidement. C'est vraiment vrai que une fois qu'un client a touché à un tableau de bord, là, ça n'arrête pas. C'est genre, waouh, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Là, c'est ensuite t'es victime de ton succès. C'est le client va voir son collègue, le dirigeant d'entreprise ou peu importe. Hey, regarde ce qu'ils m'ont fait. Je veux la même chose. Puis là, ça part en vrille. Puis, puis c'est aussi, pour revenir à l'iceberg de tantôt, c'est le danger. Parce qu'on voit le 10%, tu sais. On voit le 10%, puis il y a le 90% en dessous aussi. Fait qu'il faut juste bien éduquer aussi sa clientèle sur le travail. Puis, tu sais, il y a du travail qui se fait au niveau de l'entrepôt de données, des ETL, comme on parlait tantôt. Mais juste dans l'outil de Power BI, par exemple, ou peu importe quel autre outil de visualisation, mais Power BI, c'est un avec lequel je sais que les deux, on est familiers. Là. Juste dans Power BI, il faut que tu remodélises pour un tableau de bord en particulier ou plusieurs. Là, tu peux faire des datasets dans Power BI qui sont partagés, là, des systèmes pitch, je me rappelle plus le nom exact que Microsoft prend. Là. Des data flow avec dataset pour créer vraiment un environnement. Parce que au lieu de te connecter à la base de données centralisée, tu vas te connecter au dataset qui vit dans le workspace de Power Exact. BI. Tu peux marquer certains datasets comme étant ceux stampés d'entreprise. Là. Il y a un mot là. Ouais, je sais ce que tu dis, je l'oublie. Je Merci. l'oublie aussi. Parce que tu peux vraiment comme approuver un dataset comme ça, c'est parfait. Genre, n'importe qui dans l'entreprise peut prendre ce dataset-là puis faire son rapport. Fait. Mais tu sais, ce dataset-là, il faut le maintenir. Là. S'il y a une nouvelle donnée, si la donnée a changé en dessous, si n'importe quelle perturbation s'est produite, il faut maintenir ça aussi. Fait que même dans Power BI, il faut faire de la maintenance, puis du support, puis de l'évolution. Fait que c'est le 90%. Tu sais. Ouais. Juste, mettons, une règle normale. Là. Si tu fais un changement au niveau de tes ETL entre la source et ta base de données centralisée, 90% du temps, tu dois faire une modification entre ta base de données centralisée et les tableaux de bord, soit via Exact. un dataset ou via directement une connexion à la source. Là. Mais c'est règle typique, si tu changes quelque chose, probablement que le reste du flow doit avoir une modification. À part si dans un cas de peut-être qu'on va en avoir besoin un jour, puis on a du temps sous les mains, fait qu'on va intégrer une source de données comme, par exemple, il ne faut pas minimiser le Conseil d'innovation du Québec qui génère des rapports avec des données, statistiques Canada, mais tu as aussi l'Organisation au niveau du gouvernement du Québec qui génère aussi des données de statistiques accessibles au grand public. Donc, quand tu creuses ces éléments-là, euh, tu peux intégrer des informations qui, au début, semblent anodines, mais imaginez que vous êtes l'équipe de marketing, ben, de savoir c'est quoi les tendances de consommation ou c'est quoi les statistiques par rapport à la consommation dans votre secteur. Ben, vous pouvez intégrer cette information-là à travers vos ventes. Mais ça, on pourrait en parler encore plus longtemps de ces points-là. Exact, exact. Tu disais on peut, s'il y a une modification qui se passe avant ton entrepôt de données, généralement, il faut aussi la modifier après. Il y a quand même des moyens qu'on peut mettre en place pour mitiguer ça, pour pas que ce soit la fin du monde. Ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est que tu as un fournisseur de données, tu en as nommé quelques-uns, ça peut être des API externes, ça peut être des données achetées qui changent le format de leur table, mais que l'information est quand même présente d'une manière différente. C'est juste l'ordre des colonnes a changé. Mais si tu as fait un bon mapping dans le milieu, dans ton ETL, mais tu vas être capable quand même de vivre avec cette modification-là. Puis après, tout ce qui découle tu sais, va être correct. Dans le sens, tu veux pas avoir à changer chaque visuel dans chacun des rapports à chaque fois qu'une source de données change. Fait que tu une partie de ton entrepôt de données qui essaie de justement faire en sorte que peu importe ce que tu me donnes, je vais changer le ETL, mais la donnée sortante dans la table
va pouvoir être lu de la même manière par un rapport Power BI. Ça pourrait être un sujet d'un autre épisode, là, mais il y a des éléments qu'on peut faire. C'est on garde une base de données qui est brute, que toute l'information brute avec le minimum de modifications. Puis après ça, tu fais ce qu'on appelle les data marks qui, eux, vont avoir, mettons, soit des données agrégées. Puis là, ici, tu vas essayer de limiter tes changements justement pour faire en sorte que les autres ne modifient pas. Il y a plein de méthodes qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, puis ils ont chacun des avantages et inconvénients qui vont amener des choses de plus ou de moins. Mais ça, on pourrait faire un autre épisode au complet juste là-dessus. Absolument. Puis ce qui m'amène un peu, c'est on pourrait parler un peu des. Tu sais, là, on dit c'est l'ingénierie de données, mais les ETL, quel genre d'action qu'on fait dans cette partie-là du travail? Dans le fond, les 90%, on en a parlé un peu de la gouvernance et Ouais. modification, là, mais plus spécifiquement à l'extraction de l'information jusqu'au dépôt dans la base de données centralisée, quel genre d'action qu'on voit normalement? OK. Ben, premièrement, on a parlé de TL depuis le début, mais j'aimerais ça juste apporter la nuance qu'il y a aussi le concept de ELT, qui est la même chose, mais tu sais, blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est juste des techniques différentes. Moi, personnellement, je préfère les ELT parce que tu es capable de monitorer vraiment la transformation de ta donnée d'étape en étape versus un ETL, ben, dans l'ordre dans lequel ça arrive, tu fais la transformation avant de stocker ta donnée. Ce qui fait en sorte que tu n'as pas nécessairement d'image de qu'est-ce que tu as extrait. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller extraire la donnée de mon système source, la copier, puis la sauvegarder comme ça. Fait que c'est extraire, copier, c'est load, puis ensuite, je la transforme, puis je la sauvegarde ailleurs. Fait que c'est LT, 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 jusqu'à temps que j'ai toutes mes transformations faites. C'est quoi qui se passe dans le T? Ben ça dépend de l'étape à laquelle moi je suis rendu justement dans mon ELT, LT, LT dont je te parle. Mais mettons, en premier, ce que je privilégie, c'est tout simplement de faire une copie conforme, fait que pas vraiment de transformation. Ensuite, entre la première étape et la deuxième étape, ce que je vais généralement faire, c'est j'ai fait une extraction hier, j'en ai fait une aujourd'hui. Ça se peut que j'ai deux fois la même donnée. Fait que la transformation numéro un, c'est d'aller supprimer les données qui sont plus actuelles. Si j'avais l'information d'un système RH, par exemple, fait que là, j'ai mes numéros d'employés avec mes codes d'employés, puis ben, Philippe Desjardins a été terminé hier, mais Eric Murray, son statut n'a pas changé. Fait que là, tu sais, hier, j'avais une vision d'information que mes deux employés étaient actifs. Puis aujourd'hui, ben, Philippe Desjardins est plus supposé être actif. Fait que j'ai peut-être deux records pour Philippe Desjardins, puis deux records pour Eric. Fait que je vais garder le latest dans les deux cas. Puis le latest va faire en sorte que je vais avoir le record Philippe Desjardins terminé, puis Eric actif. Euh, donc, je vais avoir gardé juste mon latest information. Fait que d'aller juste comme s'assurer que j'ai une historique complète de ce qui s'est passé dans le passé, puis je peux n'importe quand y retourner. Ça, c'est mon étape numéro un. Mon étape numéro deux, c'est de garder vraiment le latest information pour avoir une copie sensiblement identique de ce qu'il y a vraiment dans mon système source. Donc, ça, c'est ma première transformation. Ensuite, ma deuxième transformation, ça va être de dire, ben, si j'ai une entreprise qui travaille dans 5 pays différents, puis c'est des branches qui ont été achetées c'est des mergers and acquisitions, là, ça a été acheté comme ça, mais ils ont tout leur système RH indépendant. Mais ça se peut que j'ai 5 tables d'employés. Il faut que je les consolide dans une table employée globale de mon entreprise, une table qui a de la valeur pour mon entreprise. Fait que je vais trouver quelle colonne mapper avec quelle colonne pour dire, ça, c'est les prénoms, ça, c'est les noms de famille, ça, c'est les colonnes de date de naissance. Fait que dans mes 5 systèmes, j'ai trouvé toutes ces informations-là. J'ai trouvé les noms de colonnes que moi a du sens pour ma business, nommés à mes standards. Puis je vais créer une table unifiée avec tous mes systèmes. Fait que ça, c'est vraiment ma deuxième grosse étape. Là, ensuite de ça, au fur et à mesure, tu peux faire aussi un peu de data cleansing. Moi, j'aime ça le garder pour la fin. Ça dépend comment tu veux pouvoir tout joindre ensemble. Mais du data cleansing, dans le fond, là, c'est que peut-être que dans un système, tous les employés, là, la personne qui a rentré le nom des employés met un espace à la fin. Un espace avant un vecteur. Ou la personne, au lieu de mettre un trait d'union, elle met une barre oblique. Ou ils mettent pas de E accent aigu. Ou ils mettent des E accent aigu, puis toi, t'en veux pas parce que tu veux de quoi avec le moins de ponctuation puis d'accent possible. Fait que peu importe ce qui s'est passé dans comment que la personne a saisi l'information, tu peux peut-être mettre des règles sur le top qui viennent dire, ben, moi, je veux pas que ça apparaisse de cette manière-là. Je vais enlever les espaces au début puis à la fin. Je vais mettre des traits d'union au lieu des barres obliques ou peu importe la règle, tu peux les mettre en place pour cleaner le contenu. Peut-être que tu veux tout en uppercase. Ben, mets tout en uppercase. Ça, c'est vraiment la troisième étape de transformation selon moi.
Puis une qui peut se faire à n'importe quel moment, tout dépendant, c'est de créer des clés qui vont te permettre d'ensuite de pouvoir faire de la relation entre tes informations. Généralement, ça vient à la fin, selon moi, mais tu pourrais avoir une raison de faire une clé à chaque étape aussi. Puis ta clé surrogate qu'on appelle, c'est une clé qui a été créée artificiellement. Mais généralement, moi, ce que j'aime faire, c'est créer un UUID à partir d'un seed qui est un hash de toutes les autres colonnes qui font partie du champ. Fait que ce que ça fait en sorte, c'est que n'importe quand, je suis capable de créer ma clé pour cette colonne-là, puis elle va tout le temps être la même. Puis un UUID, c'est extrêmement variable, fait que j'aurai pas de collision sur mes identifiants. Puis ensuite, c'est que si j'ai la même information dans une autre table, ben, je peux créer la même clé de la même manière, avec la même formule. Là, ensuite, je peux faire une association de ces deux tables-là. Fait que c'est la méthode que j'aime bien faire mes clés. Fait que c'est vraiment je te dirais, les 4 grosses étapes de transformation qui me viennent en tête là, à venir, mais c'est que tu en as plein d'autres ensuite. Si jamais tu as des règles d'affaires qui font en sorte que, ben, si quelqu'un a écrit bateau, nous, on va écrire boat. Fait que là, tu remplaces le mot. Mais ça, c'est une règle d'affaires. Là, si quelqu'un a écrit boat, mais non, c'est BT, nous autres, parce qu'on fait des abréviations. Mais il faut que tu remplaces toutes les boats par BT. Fait il y a tellement plein de petites règles de même qu'une business peut avoir que tu vas juste, au fur et à mesure de ton flow ETL, mettre en place pour être sûr que tes données sortantes respectent ce que tu t'attends en tant que surprise. On va en parler un peu plus dans pas très longtemps au niveau de la qualité des données. Là. Tu sais, dans le fond, le terme qualité, c'est aussi au niveau par rapport à l'entreprise. Mais une des choses que tu as pointé plein des actions, une des actions que souvent, nous, on va aller faire aussi, c'est surtout quand tu as plusieurs sites à travers le monde, Ouais. c'est l'uniformisation des dates. Mm. Parce que date et heure, là, la manière c'est écrit, mettons, dans un système anglophone versus un système francophone. Tu veux, puis des fois les heures sont enregistrées localement, mais tu veux t'assurer que quand tu fais ton tableau de bord, une vente qui est faite, on va dire en France versus au Québec, ben, tu veux quand même avoir les éléments correctement parce que pour nous, des fois, la date va faire que, on l'a déjà vécu ici, mais la date va changer de journée parce que quand tu le ramènes au standard ici, fait que là, mettons, tes ventes sont erronées parce que la vente qui aurait dû être hier est rendue aujourd'hui, des éléments comme ça. Fait que les dates, surtout quand que tu n'es pas obligé d'être multisite, pas obligé d'avoir, mettons, un bureau en France, ce qui peut être des fois qu'on ne voit pas nécessairement, c'est que tu as deux systèmes, un pour les ressources humaines puis un pour la production. Il y en a un qui est fait au Québec, l'autre qui est fait dans un autre pays ou même dans une autre province ou même par une autre entreprise. C'est eux qui décident comment ils enregistrent les dates. Mais souvent, il ne faut pas minimiser l'impact Ah de ouais. ne pas transformer les dates en partant. Ça cause des problèmes après ça. Les dates, c'est un bon. Je suis déçu de l'avoir manqué, mais que tu le rapportes, c'est tellement important. La gestion de dates dans le domaine des données, là, c'est surprenant à quel point ça demande du temps. Savoir les années bissextiles, la semaine commence quand, la semaine finit quand, la journée de travail commence quand, la journée de travail finit quand, ton année fiscale, les années fiscales. Ça, c'en Ouais. est un autre. Ouais. C'est les années fiscales. Puis ensuite, euh, une grosse entreprise peut avoir des saisons de vente qui ne sont pas alignées avec ses années fiscales nécessairement, ni ses années calendrier. Dans le sens, peut-être que vraiment le release d'un nouveau produit va se faire au courant de l'été. Fait que vraiment, à chaque été, on release nos nouveaux produits pour l'année suivante. Mettons, je pense à Ford, une compagnie automobile. Mais ils vont annoncer leurs produits F20, 25, là, parce on est 24. Là, cet été, ils vont annoncer les 25 pour commencer à liquider cet automne les 24 pour que dans le cours, en janvier, il n'y ait que des 25. Mhm. Mais les produits 25 sont annoncés maintenant. Fait que la saison 25 commence cet été, mais peut-être que l'année fiscale commence en octobre ou en janvier ou en février, ou tu sais, qui sait? Fait que là, tu as des années fiscales, tu as des saisons, tu as des années calendrier. Il faut que tu alignes tout ça en disant, mais ça, c'est dans mon quarter one fiscal, ça, c'est dans mon quarter three saison, ça, c'est là, ça commence à être de la belle gestion de calendrier. Là. Ouais. Nous, ce qu'on a fait pour aider avec ça, on a mis des automatisations pour ce qui permet de faire, de créer les tables de référence date. Puis tout ce qu'on va venir modifier, c'est juste d'aller ajuster c'est quoi les configurations pour le client qu'on est en train de traiter. Son début d'année fiscale, sa semaine commence quand,
tous ces éléments-là, comme ça, ben, ça prend quelques minutes, puis tout est là, structuré pour ce client-là, on est prêt à partir. Ça a pris un peu de temps à faire les scripts pour l'automatisation, mais reste qu'aujourd'hui, ça vaut son pesant d'or. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Si tu peux sauver du temps dans la gestion des dates, là, puis des heures, là, ouf, fais-le. Puis, un des points, là, tu sais, on parle de beaucoup de choses, hein, mais là, on a adressé un peu, on va dire, ce qui est les règles de base de l'ingénierie des données. Ouais, Là, on avait une discussion en préparant l'épisode, où on voulait comme aller présenter quelques petites techniques, des fois, qui peuvent être là, peuvent faire une très grande différence, soit sur l'expérience client, le temps de maintenance nécessaire, vraiment de ce genre d'éléments-là. Puis, comment ça que tu me parles un peu de deux ou des exemples que tu avais en tête sur des techniques un peu ouais. plus avancées. Ben ça, selon moi, c'est ce qui distingue, comme je te disais en avant-propos, là, c'est ce qui distingue un data engineer qui est junior ou intermédiaire à vraiment quelqu'un qui est avancé. Puis c'est d'être capable de faire des pipelines ou des ETL qui sont modulables, qui sont configurables. Fait qu'au lieu de dire j'ai 20 tables dans mon système source, je vais faire 20 ETL parce que chaque ETL a sa particularité différente, fait qu'il y a sa transformation à lui. Fait que je vais faire 20 ETL différents pour mes 20 tables que je vais apporter dans mon data warehouse. Ça, c'est comme c'est le réflexe. C'est ce on ferait de facto. Ce qui est vraiment intéressant, c'est avec l'approche ELT, tu gardes la transformation pour plus tard. Fait que ton extraction de ton système source, tu es capable de faire un seul ETL pour tes 20 tables. Dans ce ETL-là, ce ELT, en fait, là, ce pipeline-là, tu vas avoir un loop qui va aller itérer sur un fichier de config. Ton fichier de config, ça peut être un fichier YAML, ça peut être un fichier Google Sheet ou Microsoft Excel Online que tu as storé en quelque part, que tu formates à tes besoins. Dans une certaine colonne ou un certain champ de ce fichier-là, tu vas avoir le nom de la table dans ton système. Ensuite, tu vas avoir le nom des colonnes que tu veux extraire cette table-là avec, mettons, des points-virgules pour les séparer. Tu vas avoir toutes sortes les informations que tu as besoin en tant que variable dans ton pipeline, tu vas les avoir dans ce fichier-là. Fait que ce que tu vas faire en début de pipeline, tu vas les lire dans ton fichier, faire une itération sur chacune des rangées que tu détectes d'informations dedans, puis prendre chacune des colonnes, puis ça, c'est tes variables que tu plugues ensuite dans ton pipeline qui va dire, ben, dans la table, l'utilisateur va chercher les champs, prénom, nom, date de naissance, par exemple. Va les dropper dans cette table-là, ou dans mon data lake, sur tel nom de fichier ou tel nom de table, de telle manière. Fait que là, tout est paramétrisé. Tu es capable de juste itérer à travers ton config file, puis créer tes 20 tables sortantes avec seulement un pipeline. Ça, c'est quand même cool. Puis c'est aussi un des gros avantages de la méthode ELT, parce que tu as extrait, tu as loadé. Là, ensuite, dans ton système, mettons ton warehousing system, c'est ça, Azure Synapse ou que tu aies Spark ou Snowflake, peu importe. Dans ton système, là, tu vas aller faire tes pipelines par table parce qu'ensuite, c'est sûr que chaque table a besoin de son petit amour à elle. Mais tu n'es pas obligé de tout faire ça dans un pipeline d'extraction. Tu peux le faire dans tes pipelines de transformation. Ouais. Puis, tu sais, c'est aussi. Donc, on a le concept, mettons, on dirait junior, intermédiaire, plus senior. Une chose qui est importante, ça peut aussi représenter la stratégie de l'entreprise. Est-ce que notre stratégie d'entreprise en termes de données est plus au niveau junior ou plus au niveau intermédiaire ou avancé? Parce que ça, quelqu'un peut amener l'idée de faire comme, ouais, on va faire ça, mais ça se peut que l'entreprise fasse comme, bon, pas tout de suite. Donc, c'est pas juste les individus qu'on va mesurer, c'est aussi l'entreprise en tant que telle. Est-ce qu'elle se trouve être dans le niveau de maturité des données? Puis, tu sais, on t'entend de parler vite vite avec le concept ELT versus ETL. Ben, au niveau monitoring, ça devient extrêmement puissant, cette approche-là, de faire soit plusieurs itérations à travers les mêmes choses qu'on est capable de mesurer. Parce qu'on va dire, on va mettre tout ça dans un endroit de staging. Puis là, ce qu'on peut faire par-dessus, c'est qu'on a un processus automatisé qui prend une copie du staging quand que c'est fini, le met en archive juste pour. Tu sais, je connais, j'ai des clients qu'ils doivent garder en archive certaines informations qui ont été traitées juste par principe légal. Donc, on fait une copie du staging à côté en archive. On dit, puis après ça, tu peux appliquer n'importe quelle règle d'archive, dire ça, on garde 7 jours. Légalement, il faut garder seulement 7 jours. Ça peut être 7 ans, peu importe Ouais. les éléments. Puis
Puis après ça, ben, là, tu disais que chacun, on recrée une nouvelle ETL ou ELT qui va itérer sur une partie des données qui est en staging. Mais à chaque fois que ça roule, si on prend par exemple, on prend Azure Data Factory ou la majorité des outils qui font de l'extraction de données comme ça, puis avec des cédules, tu as une historique de la cédule avec ce qu'elle a fait. Puis par-dessus ça, si tu le fais correctement, tu vas avoir même la donnée était quoi quand tu l'as pris, puis la donnée est devenue quoi quand tu as fini. Là, ça te permet de voir. Fait que si jamais on part au niveau de, il y a une erreur dans une valeur, parce que avec la maturité vient aussi les audits des tableaux de bord. Une fois que c'est livré, il y a quand même du travail à faire, on en parlait tantôt au niveau de la gouvernance. Donc, si on fait un audit et on réalise qu'il y a une donnée qui est plus correcte, bien là, on peut revenir en arrière, juste à temps de trouver le point A était correct là, mais elle n'est plus là, puis focuser sur cette action-là qui se trouve à être en place. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste les individus, c'est les entreprises aussi qui ont un niveau de maturité Ouais. par les actions qu'ils mettent en place. Parce que c'est un peu difficile de mettre la responsabilité totale, surtout dans les PME, sur une personne, de dire c'est ta responsabilité d'être super avancé dans ce que tu sais. Non, c'est pas des fois des gens en PME, c'est que la personne a fait une transition entre deux rôles, qui n'a pas été nécessairement embauché par ça, ou quelqu'un qui avait de l'intérêt, qui a appris les fins de semaine Power BI, puis a fait comment on peut l'essayer, puis là, il arrive quelque chose qui est fonctionnel. Après ça, ben, il y a la responsabilité de faire évoluer tout ça, mais il y a des décisions d'entreprise avec tout ça. Fait il faut que tu alignes les compétences, les expériences, mais aussi avec la stratégie puis le bien vouloir de l'entreprise. Exact. Tu sais, il y a des raisons pour qu'on segmentait. Tu sais, aujourd'hui, on parle de data engineering, c'est ça la grosse discussion, mais on prépare aussi, toi et moi, de data science, de data visualization, de reporting, de BI, de AI. On segmente tout ça parce que c'est des skill sets qui sont différents aussi, puis de tout mettre le fardeau sur une seule personne qui doit s'occuper de la chaîne au complet, incluant la data governance. Ça commence à être beaucoup de chapeaux pour une seule personne. Tu sais. Puis le monde des données a évolué énormément. Il y a 10 ans, on n'avait pas des équipes aussi grosses qu'aujourd'hui, puis maintenant, ça commence à être critique. C'est pour ça que des fois, penser tout vouloir faire tout seul, ça peut être épeurant, je te dirais. Ouais. T'avais-tu un autre exemple de technique avancée qu'on pourrait discuter? Euh, ben, oui, c'est l'utilisation des outils. Genre, tu as mentionné Azure Data Factory. Il y a aussi Talent qui est très connu. Il y en a d'autres, là, genre, c'est les deux sur le bout de ma langue en ce moment. Il y en a aussi dans, je pense que c'est Sage dans Amazon Web Service. Ouais, la majorité des, mettons, des fournisseurs de services cloud ont des outils pour l'extraction des données. Euh, puis à part de ça, rien n'empêche de créer des applications hostées sur le cloud pour faire ce travail-là. Mais exact, c'est ça. Puis c'est ça un peu mon point, c'est on parlait de maturité d'entreprise, puis je pense qu'il y a un moment où l'entreprise, un peu comme la discussion cloud versus sur place, euh, je pense qu'il y a un moment où l'entreprise va se dire, est-ce que je rely sur ce service-là, puis je fais en sorte que toutes mes pipelines soient quand même dépendantes de l'architecture Microsoft, disons, en disant, je vais aller dans Azure Data Factory, puis mes pipelines, ils sont dans Azure Data Factory. Si jamais là, Microsoft décide de décommissionner ce service-là dans 15 ans, mais ça va être quoi l'impact sur moi? Tu sais, ça va être sûrement, oups, plus rien marche. Là, je suis un petit peu pessimiste dans mon approche, mais c'est toujours quelque chose que tu dois te demander quand tu mets en place des systèmes de cette envergure-là. Euh, Moi, ce que je préfère, puis c'est contesté, il ne faut pas prendre mon opinion pour du cash en ce moment, là, mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment bâtir des pipelines dans un langage de programmation que ton entreprise est familière avec. Python, c'en est un bon, mais ça pourrait être plein d'autres choses, en JavaScript, avec du Node, peu importe. Tu sélectionnes le langage de programmation que ton entreprise est déjà familière avec, tu programmes tes pipelines dans ce langage-là. Tu peux te faire un framework qui te permet vraiment de tout le temps avoir une constance de pipeline en pipeline. Puis tu hostes ces pipelines-là avec des schedulers, comme mettons pour Python, il y a un scheduler qui s'appelle Airflow. Ensuite, tu peux mettre du monitoring, peu importe l'outil que tu préfères, tu mets des logs dans ton code. Puis, puis tu hostes ça. Comme ça, tu peux le hoster chez Azure, mais si Azure, d'un matin, il décide de fermer son service pour X, Y, Z raison, mais tu peux le hoster chez AWS, tu peux le hoster chez Google Cloud, tu peux le hoster on-prem, tu peux le hoster un peu n'importe où, mais c'est que ta solution ne dépend pas d'une technologie, mais tu peux quand même utiliser les technologies cloud pour pouvoir avoir le compute time et le processing time, mais
j'ai l'impression qu'il y a comme plus de contrôle. Mais ça, c'est peut-être l'ancien programmeur en moi qui ressort. Mais j'ai l'impression que tu as plus de contrôle sur exactement les manipulations que tu veux faire versus dépendre d'un outil qui te dit, ben, voici, tu sais, voici les formats que j'accepte, voici les formats de sortie que j'accepte aussi, puis comprendre les technicalités de cet outil-là. En tant que développeur, je trouve que c'est un peu, c'est se mettre des œillères aussi parce que, tu sais, en tant que développeur, j'aime ça être polyvalent, tu sais. J'aime ça en connaître sur plusieurs systèmes, puis là, de dire, ben, mon skill set, je l'arrête à, disons, AWS, puis je connais pas ce qui se passe chez Azure, je connais pas ce qui se passe chez Google, je sais pas comment reproduire ça moi-même dans un script, je trouve ça limitant, c'est un petit peu, ouais, limitant. Fait que un truc que je nommerais comme une technique avancée, c'est être capable de faire ses propres pipelines en code. Tu es vraiment versionné, puis versionné, c'est une autre affaire. C'est pas tous les systèmes comme Talend puis ADF, Azure Data Factory, qui versionnent d'une manière que j'aime. J'aime ça versionner en Git trunk, mais il y en a qui versionnent en Git flow, il y en a qui versionnent tout simplement pas. Donc, c'est juste des versions comme un peu ton Excel, Excel Online, là, tu peux voir les versions, mais tu n'as pas vraiment de commit. En tant que développeur, moi, ça me gratte en dessous des ongles. Fait que d'avoir vraiment mon ownership sur mon version control, c'est quelque chose que j'apprécie. Azure Data Factory rendu avec GitHub Ça, c'est sur vrai. DevOps, on l'utilise. Puis, tu sais, je pense que toute chose a un avantage et un inconvénient. Puis je peux comprendre une grande entreprise ne pas vouloir être dépendante d'une tierce, peu importe la raison. Tu sais, on te dit c'est un cas pessimiste là, qu'il arrête. Tu sais, on s'entend que Azure Data Factory, c'est la migration de SSIS, SSRS, tout ça vers le cloud. Mais mettons que apocalyptiquement parlant, ça arrive. Oui, c'est Je ça. peux comprendre les grandes entreprises de vouloir faire ça. Mais dans la perspective des plus petites entreprises, 100%. de s'asseoir sur des technologies déjà démontrées qui fonctionnent, ça devient avantageux. Puis en plus, tu sais, nous, on a choisi Azure Data Factory parce que à travers tout ça, on peut intégrer d'autres outils et des scripts sur mesure, peu importe le langage. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, on avait besoin d'accéder à un système on-prem sans service web ou API. Donc, on a créé un script Python qui va faire des clics, retirer l'information, puis le ramener vers Hmm. Azure Data Factory pour après ça faire le reste du flow. Fait que, là, un certain temps, je te dirais qu'il y avait des limitations. Aujourd'hui, avec les intégrations ce qu'on appelle Azure Function, ça te permet de créer du code sur mesure pour compenser ce que les outils initiaux ou de base inclus ne feraient pas. Exact. Puis même dans le contexte d'une grosse entreprise, il y a des excellentes raisons pour utiliser ce genre d'outil-là. Parce que, je l'ai dit tantôt, si tu crées ton propre code pour faire tes pipelines, ben, c'est quelque chose que l'entreprise d'à côté a peut-être pas nécessairement fait ou s'il l'a fait pas de la même manière. Mhm. Fait que tu commences à avoir ton framework qui est vraiment propriétaire. Fait que là, quand tu onboardes des nouveaux employés, des nouvelles ressources sur ton projet, faut qu'ils apprennent ton framework versus si tu utilises Azure Data Factory, puis que cette nouvelle employé-là avait déjà utilisé Azure Data Factory dans une autre entreprise avant, ben, l'onboarding est facile. C'est le Ouais. même outil, c'est les mêmes pratiques. Fait qu'il y a toujours un double-edged sword. Je suis vraiment quelqu'un qui aime le custom, mais il y a un danger au custom qui est de devenir non reproductible puis dur à apprendre. Fait que c'est toujours un double-edged sword. Puis ça revient à ce que je disais, c'est aussi mesurer la maturité de l'entreprise, parce que ça, c'est une décision d'entreprise de dire, on va garder ça chez nous, notre outil à nous, on est propriétaire, on assume le risque que quand quelqu'un va embarquer, on doit changer de ressources. Il y a un certain coût relié au onboarding d'une nouvelle ressource. Puis, fait que on va adresser un peu, on a parlé rapidement au niveau des qualités, là, la qualité des données. Puis, ça, c'est des éléments quand même importants. Puis, tu sais, je veux juste peut-être pointer des situations réelles, puis on va pouvoir après ça comment on peut les détecter. Mais un des cas, c'est par exemple, un système source accepte les champs vides. Ben, en intelligence d'affaires, un champ vide, c'est pas pratique pour nous. Donc, on peut faire le champ nul ou champ vide, ça veut dire que le champ n'est pas obligatoire, par exemple. On a d'autres cas où euh, le système, va, au lieu de prendre deux éléments après la décimale, va en garder, va arrondir à l'unité. C'est tous des éléments que quand tu veux regarder, mettons, les analyses plus avancées, ben, ces éléments-là, ça fait très, très mal en Exact. termes de qualité de l'information.
Puis si on adresse, mettons un peu, là, j'en ai une idée, là, mais tu sais, comment détecter une donnée qui est de moins bonne qualité, puis juste pointer une chose qui est très extrêmement important, c'est garbage in, garbage out. Donc, le niveau de qualité à l'entrée va dicter le niveau de qualité à la sortie. Tu peux pas nécessairement faire bien si à l'entrée, c'est-à-dire quand je parle à l'entrée, c'est pas nécessairement de la donnée source, mais le moment où on ramène, centraliser l'information, ce point-là, on a des manipulations qu'on peut faire, on peut sortir. Fait que, comment un peu, tantôt, tu en as parlé rapidement, là, mais comment on peut détecter une donnée qui est de piètre qualité ou qui aurait besoin d'être améliorée? Ben, tu sais, je pense que pour détecter, il y a plusieurs méthodes, là. Ça peut être dans tes transformations que tu vas regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tes colonnes, puis tu vas essayer de remédier avec ça. Mais comme tu disais, garbage in, garbage out, la meilleure solution, une fois que tu as détecté que à travers des analyses ou ad hoc ou tout simplement du exploratory data analysis, là, du EDA qu'on appelle. Une fois que tu as détecté que justement une colonne va avoir des champs vides ou faut essayer de l'expliquer avec des règles d'affaires. Tu sais, si c'est un champ, si c'est de l'argent, puis le champ vide veut dire 0$ parce que c'est un contrat c'est un entente à l'amiable. Fait que si le champ est vide, c'est 0$. Mais là, tu peux dire, bon, j'ai une règle d'affaires, à chaque fois que c'est vide, je mets 0$ à la place, ça revient au même. Mhm. Mais une fois que tu as détecté ça, il faut que tu ailles comprendre pourquoi. C'est quoi la règle d'affaires? Puis, si c'est vraiment comment que la donnée a été saisie qui est erronée, il faut changer ses processus en amont. Faut configurer son système. Mettons que c'est, comme je te dis, un système de vente dans lequel tu fais du key punching de tes contrats, ben, faut mettre le champ mandatory. Mais moi, zéro, si c'est zéro de vente. Je vais mettre le champ mandatory, comme ça, je vais être sûr que ce que je vais collecter ensuite, c'est la vraie donnée. Fait que, de mettre des mécanismes en place dans tes processus d'entreprise pour que les gens qui font la saisie de données euh, la saisisse d'une manière cohérente, c'est vraiment, vraiment la solution numéro un. Tu sais. On peut toujours work around. Ouais. Ben, en fait, c'est bien que tu parles workaround parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a accès à dire que ce champ-là est mandatory, par exemple, obligatoire à l'entrée de données. Fait que c'est pour ça que c'est important de dire, OK, dans les règles d'affaires, de dire, ce champ-là, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas dire qu'il est obligatoire. L'être humain étant l'être humain, il va oublier. Donc, comment, moi, au niveau d'intelligence d'affaires, je peux faire en sorte que ces éléments-là peuvent être corrigés? C'est là que les règles d'affaires sont importantes, parce que ce que ça va faire, c'est qu'on va être en mesure de dire, euh, OK, c'est un aspect financier, c'est un contrat, le champ est vide, je vais mettre 0$. Dans la transformation, tu sais, tantôt tu parlais que les étapes de transformation, puis on parle des règles d'affaires, mais ça ne peut pas être un cas de dire je transforme l'information à zéro pour qu'après ça, quand je fais le rapport, tout est correct. D'autres éléments, c'est des transformations sur les standards. Tantôt, parlons bateau versus boat, français-anglais, acronyme versus le mot long. Parce que ce qui arrive, c'est souvent, on va avoir les bons vieux champs ouverts. Donc, tu peux taper ce que tu veux. Des fois, il y en a qui vont écrire OK, et d'autres, ils vont écrire un roman. Ouais. Fait que tu veux t'assurer qu'à un certain point, tu te trouves être entre les deux, que tu as suffisamment d'informations que tu as. Et en type de transformation, c'est de dire, ben, je garde le champ qui est là, mais je me crée un champ à côté qui, lui, va faire le résumé de cette information-là. Puis c'est cette information-là que je vais utiliser. Elle va être standardisée Dans un pour les. drop-down, par Ouais. exemple, ou quelque chose du genre. Ouais, mais mettons, tu n'as même pas besoin de changer. Tu sais, tu peux pas changer le système, ben, de faire, justement, mettons, on va prendre un exemple concret, un sondage de satisfaction. C'est tout le temps un champ qui est ouvert, que les gens vont Ouais. mettre leurs commentaires. Donc, imaginez que vous roulez une analyse avec les outils d'AI qui existent aujourd'hui. C'est facile de rouler une analyse sur c'est quoi le contenu, c'est quoi le sentiment. Donc, tu prends ce champ-là, mais quand tu le regardes en intelligence d'affaires pure, ce champ-là, tu ne peux pas faire grand-chose avec à part juste afficher l'information. Mais si tu roules une transformation qui me dit, je veux savoir c'est quoi le sujet, puis c'est quoi le sentiment? Puis là, tu dis, OK, dans le sujet, j'ai quatre choix. Insatisfaction, je ne sais pas comment faire. J'ai des questions de soutien technique, puis j'ai besoin de garantie, par exemple. Hmm. Après ça, au niveau du sentiment, c'est positif, neutre, négatif. Ben après ça, quand tu veux l'utiliser au niveau reporting ou tableau de bord, ben, ça devient extrêmement facile. Tu vas prendre ça, tu vas filtrer dessus, puis après ça, ben, dans les détails, tu vas afficher ce que la personne avait écrit. Exact. Fait que ça amené une sorte de transformation. Quand on parle de qualité, c'est pas juste de dire la donnée est manquante ou est mal arrondie. On peut parler aussi d'un élément de dire ça, je peux pas nécessairement travailler avec ça.
Donc, je peux faire des manipulations pour en sortir de l'information. Puis après ça, cette information-là, je vais pouvoir en faire quelque chose d'utilisable en termes de tableau de bord. Puis, tu sais, je l'ai déjà vu un peu aussi à d'autres éléments, c'est créer de la donnée sur de la donnée ou faire de l'audit des données. Parce que je vais donner un exemple. Le champ est obligatoire, la personne l'a rentré, mais quand tu regardes les autres paramètres autour, ça ne suit pas le cycle de vie de la donnée que tu as donnée. Hmm. On va dire un exemple, les opportunités. Les opportunités, ils ont le client va avoir un statut, l'opportunité va avoir un statut, l'opportunité va avoir une étape dans le processus, puis l'opportunité va avoir une valeur monétaire, par exemple. Bon, mais la valeur monétaire, des fois, tu ne le sais pas, surtout dans notre cas, nous, on fait du sur-mesure. Donc, il doit y avoir un certain nombre d'étapes qui doivent être faites avant de dire j'ai une valeur monétaire à l'opportunité. Donc, imaginez que vous avez des règles qui vont vérifier la qualité parce que la donnée est là, elle est bien remplie, c'est des valeurs acceptées, mais ce n'est pas la bonne valeur nécessairement parce qu'il y a d'autres paramètres. Par exemple, la valeur monétaire est vide, mais on est rendu à l'étape parce que normalement, on a un prix qu'on a déjà présenté au client. Bien, ça, ce que ça peut lever, c'est de faire lever un flag, puis envoyer à quelqu'un de dire il faut corriger cette donnée-là, c'est pas adéquat par rapport à la règle d'affaires. Exact. Fait que ça revient un peu à dire tantôt, on adresse à la source. Il y a des mécanismes qu'on peut faire, des routines d'audit de données qui vont rouler à tous les jours, qui vont envoyer des messages aux bonnes personnes ou un tableau de bord d'audit qui pointe les éléments problématiques. Puis là, maintenant, c'est la responsabilité de soit du gestionnaire ou de la personne d'aller faire cette correction-là. Mais vraiment, tu sais, la qualité, c'est plus large que seulement dire s'il manque une valeur. Absolument. Absolument. Puis, pour faire le dernier point un peu pour l'épisode, puis on avait dit qu'on gardait un petit point, puis c'est général, je te dirais, au niveau de tout ça. Puis on en a parlé un peu tantôt, il y a des risques à gauche et à droite, des choses à faire. Comment on peut minimiser, soit on va appeler ça une surprise, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, au niveau de l'ingénierie des données, au niveau de la qualité. Quel type de travaux qu'on fait en tant que professionnel pour essayer de faire que le client ou l'utilisateur final, on puisse avoir le meilleur produit entre les mains le plus rapidement possible avec le moins de problèmes potentiels. Mais c'est une bonne question. Puis, comment ta question commençait? J'avais envie de nommer le monitoring comme la première chose. Comment m'assurer que les surprises, on les scope. S'il y a un problème dans une source de données, mais rapidement, je le vois. Puis je suis au courant, puis je suis capable de le changer. Mais ensuite, la deuxième partie de ta question, c'était comme, c'est quoi le chemin critique le meilleur pour pouvoir livrer de la valeur rapidement à un utilisateur, puis à un client. Puis, tu sais, c'est ce genre de projet-là, les projets vraiment en lien avec la donnée, des projets qui sont enracinés dans les règles d'affaires. On le nommait tantôt, les projets de données, là, c'est plein de règles d'affaires, comment ta donnée est saisie, etc. Fait que selon moi, la méthode la plus critique pour être capable de t'assurer que le client a de la valeur le plus rapidement possible, c'est de l'intégrer dans le loop de livraison, cette personne-là, ce client-là, d'assurer que il download l'information, il y a beaucoup de prises de requis, on comprend ses besoins, on comprend ses sources de données. Parce que quand tu arrives avec un nouveau client avec des nouvelles données, là, tu peux pas assumer que tu as déjà vu son genre de données à lui. Ces données sont différentes. Même si tu utilises le même système qu'un autre client que tu connais, tu l'utilises sûrement de manière différente. Fait que c'est d'aller bien t'asseoir avec lui, comprendre c'est quoi ses besoins, comprendre c'est quoi sa réalité, puis l'intégrer le plus rapidement dans une loupe de feedback. On parlait de design tantôt, là, de maquette, que ce soit ça ou que ce soit si ton client est moindrement technique, d'aller lui montrer tes extractions, peu importe sur quel plan, d'intégrer ton client dans ta loupe de livraison, c'est critique parce qu'il y a il y a tellement de business context et de contexte d'affaires au projet de données que ne pas s'abreuver du contexte d'affaires de ton client, c'est manquer la moitié du projet. Puis à ça, tu peux aussi ajouter, nous, c'est une règle. Pour commencer le projet, on a besoin d'un échantillon de données qui fait du sens. Ça veut dire un certain volume, on va dire peut-être, faire ça simple, une centaine de lignes de chacune des entités quand c'est possible. Puis dans les premières étapes d'ingénierie de données, on essaie de concevoir de quoi aurait de l'air la base de données centralisée. Puis pour ça, on regarde la source, puis ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher chacun des éléments, ce qu'on a besoin, de quel type que c'est,
c'est relié à quel élément. C'est un nom, un prénom, tant de caractères alphanumériques, des trucs comme ça. Mais quand on a l'échantillonnage aussi, on est capable de voir que ça, c'est un champ texte ouvert, fait que les gens peuvent taper beaucoup de choses. Ah, ici, je vois des valeurs vides. Ah, ça, c'est bizarre, il y a comme une donnée qui n'est pas là. Hmm. Fait en retirant l'échantillon de données, ça permet de voir un peu ce qui se passe, puis déjà adresser ces points-là avant même de commencer à faire la première ligne de code ou avant de commencer à vouloir extraire l'information. Juste d'analyser, tantôt, tu en parlais un petit peu, là, une analyse de données exploratoire. Ben, en faisant ça, ça peut déjà pointer certaines problématiques de qualité de données. Puis après ça, ça permet aussi d'aller contre-valider les règles d'affaires ou ta compréhension de règles d'affaires, de dire, c'est-tu vrai de dire que cette valeur-là, c'est ça à cause de ça, ça ou ça? Ce qui fait qu'après ça, là, ben, t'as appris c'est quoi la réalité de ton client, tu as été échangé avec lui, puis en même temps, crée une relation de confiance où que le client fait comme, OK, ces personnes-là prennent le temps de comprendre ce que j'ai, Ouais, puis ils parlent avec moi pour me le présenter. je suis complètement d'accord. Nous, ce qu'on a tendance à faire de notre côté, à mon emploi actuel, c'est faire des workshops. Dès que le client veut un nouveau rapport, un nouveau modèle de prédiction, peu importe, on fait un workshop, puis il y a des méthodes de workshop super intéressantes qu'on a trouvées. Elle qu'on utilise le plus, c'est un Canvas d'opportunité, un Opportunity Canvas. Puis on fait juste tout simplement comme prendre ses besoins, les mettre dans des cases, dire pourquoi tu veux faire ça. Puis la question pourquoi, on la repose en série de pourquoi. Tu as une réponse, tu dis pourquoi. Tu as une autre réponse, tu dis pourquoi. Puis éventuellement, tu obtiens vraiment le besoin fondamental. Puis on met tout ça dans un canevas d'opportunité. Puis suite à ça, on a suffisamment d'informations pour bâtir une charte de données de ce client. Fait qu'on va dire, mais euh, ta business roule sur 4 piliers. Tu as le pilier financier, tu as une business qui est en lien avec, mettons, la distribution. Fait que tu as beaucoup de finances, de distribution. Ensuite, tu as third party, ta relation avec les third party, c'est super important. Puis, quatrième pilier qui pourrait être, mettons, la satisfaction de tes employés. C'est vraiment les 4 axes que tu veux le plus monitorer qui sont super importants pour toi. Dans chacun de ces axes-là, tu as tel data source, tel data point, tel data source, tel data point, tel KPI. Puis on mappe, dans le fond, les besoins d'information de cette business-là dans une slide PowerPoint, là. Une slide, juste une slide. Puis tu as tes 4 piliers, tu as tes KPI, puis ensuite, transversal, si on est capable de les mettre en groupe, genre famille de KPI, on va le faire, mais on n'est pas obligé. Ça, c'est super facultatif. Mais c'est vraiment juste être capable de décrire la business, puis ensuite, on a un handshake, puis on a un shake-up de dire, ben, yes, c'est ça ma business, c'est ça que je veux voir. On va dire parfait. Bon, ben, dans un premier tableau de bord, on va regrouper cette famille de KPI-là. Dans un deuxième, dans une autre page du premier rapport, on va mettre cette famille-là. Puis on est capable de faire un plan de livraison ensuite. Fait que c'est vraiment ça vient à bien comprendre la business de ton client. Parfait. Ben, Philippe, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Yes. Puis à toutes les personnes qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir assisté à l'épisode. Restez à l'affût. On va en avoir d'autres qui s'en viennent. On a une planification pour l'été et l'automne qui arrive. Donc, restez à l'affût. Merci tout le monde. Merci, Eric. Merci.